Il nous est tous arrivé d'avoir l'impression d'être décalés et de se sentir bizarre. Cela a souvent été notre cas. Nous, c'est Sophia et Alexandra. Bienvenue dans Dis, est-ce que c'est normal? Un podcast où toutes les singularités ont leur place. Bonjour, aujourd'hui nous allons tenter de répondre à la question Dis, est-ce que c'est normal d'enseigner autrement? Bonne écoute. Bonjour à tous. Alors j'ai dit nous allons tenter, mais je suis seule aujourd'hui. On avait dit avant que parfois on ferait des podcasts alone, chacune. Donc il y a eu, j'en ai fait, Sophia en a fait, et puis voilà, je m'y remets pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est évidemment l'école et l'enseignement. Souvent on me dit que j'enseigne autrement, que je suis une maîtresse différente, et j'ai eu envie de creuser un petit peu ce sujet, et aussi maintenant que j'ai compris, de vous exposer en quoi mon enseignement est un peu différent. Je dis pas qu'il révolutionne la planète entière, mais il est un peu différent, effectivement. Il est moins classique que dans d'autres classes. Et pourquoi je le fais et comment je le fais. J'ai toujours accordé une importance hyper importante, c'est le cas de le dire, au bien-être en classe, alors que avant, et c'était présent, mais on est formé pour enseigner les programmes. Il y a des programmes, il faut faire le programme dans l'année. Les enfants, on doit avoir un tel niveau scolaire. Et en fait, on entend souvent ça à la télé, les fameux tests PISA et autres, où la France a tel classement dans les apprentissages, etc. Et en fait, tout ça, c'est des valeurs numériques. On fait passer des évaluations nationales pour évaluer le niveau des élèves. Bon, puis en fait, ça a ses limites, puisque dans les résultats des évaluations, il n'y a pas de différence entre un élève qui a sauté une page et un élève qui s'est trompé. Et pour autant, il va devenir élève fragile ou à besoin, alors qu'en fait, il a peut-être juste oublié de tourner la page. Bon. Et tout est sur le numérique qui se cumule avec le débat qu'il y a sur est-ce qu'il faut mettre des notes ou pas. Là, j'ai lu un article il n'y a pas longtemps en disant qu'au Japon, en élémentaire, maintenant, il n'y avait plus de notes et plus d'évaluation, que l'objectif principal, c'était se socialiser, vivre ensemble et acquérir des bases solides pour la suite, mais que les notes mettaient trop de pression sur les enfants. Je suis assez d'accord avec ça. Et petit à petit, je me suis détachée vraiment de cette histoire de programme. Non pas que je les respecte pas, parce qu'évidemment, ça fait partie des injonctions. Mais je sais qu'avant la mise en place et la réussite des programmes, il faut d'abord que les enfants se sentent bien dans la classe. Et donc petit à petit, cette pression des programmes a un petit peu, un peu plus éloigné de ma tête. Il se trouve dans les faits que je finis le programme, donc ça ne pose pas de problème. Mais l'objectif premier n'est pas celui-là. L'objectif premier, je l'ai sûrement déjà dit, mais c'est que mes élèves arrivent avec le sourire, soient contents de venir, ce qui n'est pas toujours le cas pour les enfants. Ils n'ont pas forcément envie de venir à l'école. Parce que je pense qu'un élève qui est heureux, qui est content d'être là, qui sourit, il travaille en fait. Celui qui vient à reculons, en fait, c'est sous la contrainte qu'il va se mettre au travail. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc j'ai fait des choses en fait dans ma classe pour pouvoir arriver à ça. J'ai déjà beaucoup aménagé l'espace pour aller jusqu'à cette rentrée à une classe semi-flexible. Je suis pas au flexible parce que ça se fait par étapes et j'ai besoin de m'y sentir bien. Et pour moi, ça demande de la réflexion. C'est pas genre, ah tiens, je vais me mettre à la classe flexible et puis d'un seul coup, je révolutionne tout. Parce qu'en plus, je pense qu'il y a chaque prof a sa classe flexible. Donc, et ça, merci Sophie, elle se reconnaîtra. De nous avoir apporté énormément de billes et d'avoir apporté aussi cette espèce de tolérance et pas un modèle préconçu, mais plutôt de nous avoir expliqué ce qu'elle faisait, tout en nous laissant une liberté pour que on puisse la mettre en place comme on avait envie dans nos classes. Donc classe flexible, ça veut dire que les élèves n'ont plus de place attitrée. Parfois, je leur demande de se mettre à telle ou telle place, mais au cours de la journée, ils sont amenés à changer de place, à changer donc de voisin, puisque un de mes problèmes, c'était qu'au bout d'un moment, avec les plans de classe, certains ne supportaient plus leurs voisins.
Alors que là, ils sont amenés à changer, donc il y a beaucoup moins de problèmes entre eux dans la classe. Et il y a différentes assises, il y a des assises basses, il y a des assises hautes. Les enfants peuvent travailler debout, assis sur une boule de yoga, dans des fauteuils qui basculent un peu. Il y a des coussins à picot, enfin il y a beaucoup de choses. Et ils peuvent être seuls, ne pas avoir de voisins, etc. Être tournés dans l'autre sens s'ils ont envie de voir personne. Ça, donc j'avais commencé l'année dernière, mais je m'y suis vraiment mis cette année. Et du retour des parents. Alors les enfants, je les vois en classe et je vois qu'ils sont contents. Mais les parents que j'ai beaucoup vus ces derniers temps me disent exactement la même chose, qu'ils sont contents et qu'ils leur en parlent. Donc ça, c'est chouette. Avec évidemment toujours, alors ça fait longtemps, des élastiques au pied de mes bureaux pour que les élèves puissent un peu décharger l'énergie physique qu'ils ont, des casques anti-bruit si jamais ils ont besoin de travailler en étant un peu dans le silence parce que on a des élèves qui font du bruit, on pense évidemment à ceux qui discutent, qui ont du monastère, etc. Mais il ne faut pas oublier que l'école est devenue inclusive, donc on peut très bien avoir des élèves autistes qui à un moment font des crises, des élèves qui se mettent à crier, voilà, et tout ça, ça fait partie de la vie de classe. Et tout ça, c'est pas toujours facile quand il y a un élève qui est un peu en énergie haute, qui gêne les autres. Donc le casque anti-bruit, ça lui permet de s'isoler. J'ai autorisé les chaussons aussi pour ceux qui voulaient. Il y en a qui aiment, il y en a qui veulent pas. Mais voilà, c'est libre. Si on est plus à l'aise en chaussons, on peut être en chaussons. Donc ça, c'est tout ce qui est un peu aménagement pour que les enfants aussi circulent parce qu'on le dit, ils ont besoin de se dégourdir les jambes. Je rappelle qu'au collège, les enfants ont des pauses toutes les 55 minutes pour aller se dégourdir les jambes, ce qui n'est pas le cas encore dans les écoles. Donc le fait de changer de place peut engendrer des déplacements, ce qui leur permet de se dégourdir les jambes. Ils me demandent beaucoup moins à aller aux toilettes, par exemple. Alors que souvent, ils ont envie de faire pipi, mais ils ont surtout envie d'aller se promener. Et là, le fait de pouvoir circuler en classe, ils me demandent beaucoup moins à sortir. Donc ça, je l'ai vraiment constaté cette année. Après, il y a évidemment tout le travail qu'on fait sur l'autre, le respect de la différence, s'accepter, vivre ensemble. Donc j'essaie quand même de parler beaucoup avec eux des neuroatypies, que l'enfant qui est dans la classe, parce qu'il y en a dans chaque classe, différentes neuroatypies, il y a des enfants atteints de handicap dans les classes. Et en fait, il faut que tout ce monde-là arrive à vivre ensemble. Donc ça, c'est hyper important. Et donc, il faut en parler, il faut expliquer, il faut dédramatiser. Il n'y a pas de sujet tabou, on peut parler de tout. Et ça aide à comprendre, en fait, comment on fonctionne, comment l'autre fonctionne et à se respecter les uns les autres. Ça, j'y mets un point d'honneur régulièrement tout au long de l'année. J'ai pas de problème à expliquer qu'un élève est en difficulté. J'explique pourquoi, j'explique comment on peut l'aider, moi, mais aussi les autres. Et voilà, pour moi, le vivre ensemble, c'est aussi s'entraider. On est là quand même pour former des citoyens du futur. Et si dès tout petits, on leur propose pas de travailler ensemble, de coopérer, c'est difficile d'attendre ça après des adultes. Donc pour moi, c'est important. On fait le ménage dans la classe tous ensemble. On a fait du bricolage vendredi, j'ai acheté un stock d'éponges, chacun nettoie sa table, chacun sort son éponge, c'est pas l'agent de service qui fait ça. Et voilà, c'est notre classe, c'est notre espace. Je leur explique souvent que c'est à nous de l'entretenir pour s'y sentir bien. Donc ça, je pense que ça y est, ça commence à être en place. Et ça fait partie aussi du bien-être en classe, une classe rangée, une classe propre et une classe pour laquelle on a mis la main à la pâte. On a un peu de fierté de tout ça. Et les enfants sont contents et s'approprient vraiment l'espace. En plus, on voit quand même, moi ça fait longtemps que j'enseigne maintenant, on voit que les enfants ont un taux de concentration en classe beaucoup plus réduit. Donc pour moi c'est urgent et une nécessité d'adapter nos enseignements pour arriver à ça. C'est très compliqué maintenant, je pense que de nombreux collègues vous le diront, d'enseigner en frontal et d'avoir un taux d'attention optimal. Franchement, il y a toujours, je sais pas, il y a même des fois dans l'après-midi, si on parle à toute la classe et qu'on ne fait pas quelque chose pour capter en plus leur attention, il y a peut-être 4 élèves sur 24 qui vont écouter.
Et parce que ça décroche. Et puis même quand ils écoutent, ils décrochent très vite. Bon, peu importe, je suis pas là pour discuter de pourquoi ils sont comme ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le postulat est fait. Je vais pas aller chercher dans les familles. Chacun fait comme il veut, comme il peut dans les familles. Mais maintenant, il se trouve que les élèves sont comme ça. Et donc, à moi aussi de m'adapter à ces élèves. Donc, je travaille en petits groupes. Là, j'ai un double niveau. Même si j'ai un niveau simple, je travaille avec 4-5 élèves, parfois des demi-classes. Mais j'ai besoin d'adapter mon enseignement à ça. Et le fait que on travaille aussi dans des petits groupes, ça joue aussi sur ce bien-être en classe. Et le fait que les enfants soient contents, ils ont l'attention de la maîtresse, ils travaillent dans des conditions un peu plus optimales. Tout ça, ça joue aussi pour de meilleurs apprentissages et de meilleurs résultats. Et on retrouve aussi beaucoup de parents qui ont eu une mauvaise expérience de l'école et qui consciemment ou inconsciemment insufflent ça à leurs enfants. Et voilà, et le fait d'enseigner autrement, c'est montrer aux enfants, mais aussi à leurs parents, que l'école, ça peut être autrement et changer aussi leur regard sur l'école. Je leur explique souvent en début d'année que je les mets dans les conditions de leurs enfants. Donc je leur explique que s'ils sont assis pendant 6 heures dans la journée sur une chaise en bois, avec tout le temps les mêmes personnes à côté d'eux, avec aucun moment, si ce n'est les toilettes, et encore on n'est pas vraiment isolé, aucun moment où on peut être seul. Et en plus, à faire quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de faire, nous, les adultes, on aurait beaucoup de mal à tenir. Je rappelle que les bureaux adultes ne sont pas équipés de chaises en bois, mais de fauteuils très confortables, que les pauses se font régulières, qu'il y a des open space, mais il y a des endroits où on peut s'isoler, qu'il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui travaillent aussi sur le bien-être, où il y a des salles de détente, où les gens peuvent se reposer. Et tout ça, en fait, ça n'existe pas dans nos écoles alors qu'on est avec des enfants. Donc je pense qu'il est nécessaire d'essayer de remettre tout ça en avant pour que nos enfants puissent s'épanouir à l'école. Et de fait, l'épanouissement permettra l'augmentation du niveau scolaire. Ça, j'en suis sûre et certaine. Dernière petite... Donc oui, avant de parler du reste, les parents, par exemple, le vendredi, je les ai invités, on devait faire un petit bricolage d'Halloween, je les ai invités à venir en classe. Il y avait 8 parents avec nous. On était nombreux dans la classe, mais franchement, c'était chouette. Les enfants étaient contents. Enfin, ils étaient excités comme des pustules. Les parents étaient contents de revenir un peu en classe et de bricoler avec leurs enfants. Et voilà, c'était chouette. Et je pense que ça réconcilie aussi parfois certains parents avec l'école. Le fait de les faire venir et de leur montrer comment ça se passe. Et que voilà, c'est cool, quoi. Et on y est bien et que leurs enfants, ils sont bien. Dernière chose... le fait de mettre de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Donc ça, c'est une chose hyper importante pour moi, hyper importante dans mon boulot, hyper importante dans ma vie. Justement, j'ai écrit un post là-dessus sur Instagram, sur le fait de sortir de sa zone de confort. Et pour moi, c'est assez lié. C'est-à-dire que rester dans sa zone de confort, c'est... ne pas laisser venir les surprises, ne pas les accueillir, parce que la surprise et l'imprévu va faire peur. On va pas non plus aller vers une sortie de zone de confort. Et finalement, on est dans l'ordinaire, cet ordinaire qui rassure, cet ordinaire qu'on peut contrôler. Et tant mieux, parce que c'est nécessaire qu'il soit là, mais il ne faut pas s'enfermer dedans. Beaucoup de gens sont très contrôlants et ont besoin que vraiment tout soit carré. Et du coup, il n'y a aucune place à l'imprévu, il n'y a aucune place à la surprise. Et dès qu'il faut sortir donc de sa zone de confort et faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, c'est l'angoisse, c'est la panique. Et les enfants, ils ont besoin en fait de cet ordinaire. Ils aiment avoir l'emploi du temps en classe. Ils aiment avoir le menu de la cantine, ils aiment tout ça, que ce soit ritualisé. Mais en fait, eux, ils sont dans une construction de leurs repères. Donc même si ça les rassure, ça aide surtout à se construire.
parfois, ils savent pas du tout à quel moment de la journée on est. On va partir en récré le matin, ils me demandent si on va déjeuner. Des fois, on sort en récré l'après-midi et ils me posent la question si la cantine s'est déjà passée. Voilà, il y a toute une construction à faire. Et donc, on a besoin de ritualiser, on a besoin de tout ça. Mais en même temps, il faut faire attention à pas s'enfermer là-dedans. Moi, par exemple, à un moment, si je ne suis que dans l'ordinaire, je m'ennuie. Alors c'est peut-être parce que j'ai gardé mon âme d'enfant, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a d'autres raisons. Bon, peu importe. On va pas forcément que parler de moi. Mais les enfants, en fait, les enfants, ça joue. Ça a un imaginaire développé. Ça a besoin de s'imaginer des histoires, de s'inventer des jeux. Et en fait, voilà, la conjugaison, c'est pas non plus méga passionnant. La grammaire, c'est pas méga passionnant. Il y a des enfants qui n'aiment pas les maths, faut faire des maths et tout. Donc l'idée, c'est d'arriver aussi à mettre dans son enseignement de l'extraordinaire. Donc il y a plein de petites choses. Donc là, par exemple, faire venir les parents pour quelque chose qu'on est en train de travailler, c'est mettre de l'extraordinaire pour eux. Je théâtralise beaucoup aussi l'enseignement en classe parce que du coup on recapte l'attention. Merci Sophia pour les cours de théâtre. Et du coup on le joue, on le surjoue et les enfants ils adhèrent à fond. Je peux couper le rythme, donc je peux décider que la séance de français on va aller la faire dans le préau. Et du coup tout le monde est hyper surpris, qu'est-ce qu'on va faire, alors qu'en fait on va faire exactement le même exercice qu'en classe sur feuille, mais là je vais le préparer avec des étiquettes et on va être dans le préau, on change de lieu. On change parce que je les ai pas prévenus avant. Donc, d'un seul coup, bam, eux, ça les habitue aussi à sortir un petit peu de cette zone de confort, de se rendre compte que, le travail, c'est pas forcément assis derrière sa chaise avec une feuille et le tableau. Et en fait, on s'amuse, ils ont l'impression qu'il y a un côté ludique et voilà, qu'on peut travailler autrement. Ça, c'est hyper important. Et surtout, j'ai mis depuis quelque temps 2 choses en place. Donc, il y a le calendrier de l'Avent qui va bientôt arriver. Donc le calendrier de l'Avent, quand on ouvre une case, on a le droit de faire un truc qu'on fait pas d'habitude. Du genre, le lendemain, on va pouvoir écrire de la couleur qu'on veut. Ça, c'est un truc qui marche à tous les coups. Des petites choses comme ça. Et dans l'emploi du temps, le fameux emploi du temps, j'ai ritualisé de l'extraordinaire. C'est-à-dire que le vendredi après-midi, j'ai une étiquette où il y a écrit surprise dessus. Avant, c'était compliqué le vendredi après-midi. Ils sont fatigués, ils en ont marre, patati patata. Depuis que je mets surprise, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que ma surprise, elle peut être du français, des maths, des sciences, un goûter, du sport, peu importe. Et le fait que ce soit surprise et qu'ils ne sachent pas jusqu'à la remontée en classe après la cantine ce qu'on va faire, parce qu'ils me demandent toujours c'est quoi la surprise et je leur explique que si je leur dis c'est plus une surprise, en fait ils reviennent avec plein de motivation. Et en fait, ils travaillent super bien le vendredi, ils sont super mignons. Hier, il y avait les parents. On était donc 24 plus 2 plus 8, donc 26 et 8, 34 dans la classe. Et franchement, c'était hyper calme à faire du bricolage. Puis, mais même les autres vendredis, peu importe ce qu'on fait, si finalement ça va être des maths, mais je marque pas maths, évidemment, je garde la surprise, ils sont à fond. Et finalement, on passe des vendredis après-midi super cool et ils attendent la surprise. Donc ça, c'est aussi mettre de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Après, je pourrais parler encore longtemps. Il y a plein d'autres choses à faire. Il y a plein de petites choses, mais il faut après que ça vous corresponde à chacun. Donc là, je parle aux profs, mais ça marche aussi à la maison. Ça marche en tant que parent, surprendre ses propres enfants. On a l'habitude de faire ça et bim, d'un seul coup on va faire autre chose, on va manger à un autre endroit, c'est les parents qui choisissent leur repas, et tel jour ça sera tel enfant qui choisira son repas. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de petites choses et en plus ça, même les enfants ça les titille un peu, ça les prépare pour l'après quand justement l'imprévu va arriver, ils s'attendaient pas à ça et puis finalement il faut y arriver, il faut y aller et puis on se rend compte qu'on est encore debout et que ça va bien et que tout va bien et que ça rend heureux parce que moi ce que je fais dans ma classe ça me rend heureuse et on parle beaucoup du bien-être des enseignants, beaucoup du bien-être des enfants, mais peu de la corrélation qu'il y a entre les deux et je pense que on dit souvent que
enseignants ne sont pas bien au boulot parce que les enfants sont de plus en plus difficiles, mais il y a aussi les enseignants qui sont pas bien, qui font que les enfants sont de plus en plus compliqués en classe. Tout ça, c'est intimement lié pour moi. Donc quand je réfléchis à la classe, à l'aménagement, à la déco, eh ben, je fais ce qui me fait plaisir à moi pour me sentir bien dans ce lieu. Cet été, je suis allée dans ma classe pour peindre un arbre géant, accrocher des fleurs, des feuilles, des oiseaux, parce que j'avais envie de ça dans ma classe et j'avais envie de le regarder tous les jours. Et même si peut-être mes élèves n'en ont absolument rien à faire, moi, quand j'arrive, je le vois, je me sens bien. Si je me sens bien, ben, je me sens bien dans ma classe. Les enfants voient ça, en tout cas le ressentent, parce qu'il y a beaucoup d'échanges d'énergie en classe forcément. Une maîtresse qui n'est pas en forme, et ça m'arrive comme à tous de ne pas arriver à être en forme, je préfère les prévenir avant, ils le sentent bien. Mais tout ça, ça met de l'extraordinaire dans mon ordinaire, dans le leur. Ça permet qu'on soit tous bien. Et si on est bien, ben franchement, même un enfant qui est en difficulté, qui progresse pas vite, ben il va travailler. Forcément, si on vient un peu à reculons, ben c'est compliqué en fait de transmettre quelque chose aux enfants. Et donc, changeons un peu notre manière d'enseigner. C'est pas faire ce que je fais, mais en tout cas, faire des choses un peu différentes qui vont vous permettre de changer votre regard sur votre métier et de pouvoir faire adhérer tous vos élèves à votre vision, en fait, et les parents aussi, parce que c'est hyper important de travailler avec les parents. C'est très compliqué de faire sans. Donc, j'essaie d'englober tout le monde dans mon aventure scolaire. Donc voilà, bah écoutez, n'hésitez pas si vous voulez revenir vers moi, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on échange, peu importe les sujets sur l'école. Enfin, c'est un vrai plaisir de pouvoir discuter avec les profs. Ça m'arrivait souvent quand je donnais des conférences, d'avoir des profs qui me contactaient. Et avec plaisir pour échanger. Et moi, j'adore pas simplement transmettre, mais accueillir aussi ce que vous offrez en classe pour l'utiliser, m'en inspirer. Je pense qu'on ne partage pas assez nos pratiques. Voilà, moi, j'ai envie de vous dire, si je réponds à la question, est-ce que c'est normal d'enseigner autrement ? Ah ouais, c'est parfaitement normal et je vous encourage vivement à le faire. À bientôt.